Le soleil d'Afrique du Nord brûle sans relâche au-dessus d'un paysage qui semble s'étendre à l'infini. Le sable et le ciel se confondent en un mirage scintillant, la chaleur s'élevant en vagues du sol du désert. Au sommet d'une dune, une silhouette solitaire scrute l'horizon à travers des jumelles. Erwin Rommel, l'homme qui sera bientôt appelé le renard du désert, observe ses troupes avancer avec une précision presque chirurgicale. Les chars remuent le sable du désert, l'infanterie avance en colonne fluide et l'artillerie pilonne des positions juste hors de vue. Chaque mouvement n'est qu'une pièce d'un dessin plus vaste qui se déploie. Le désert était à la fois son allié et son adversaire, un vaste terrain impitoyable qui amplifiait autant le génie que l'erreur. Les alliés murmuraient au sujet d'un commandant capable d'apparaître là où on l'attendait le moins, de frapper avec la rapidité de l'éclair puis de disparaître tel un fantôme dans les dunes. Ses propres hommes le vénéraient et le suivaient là où il menait, inspirés par une présence aussi calme qu'autoritaire. Pourtant, le désert exigeait beaucoup. Les lignes de ravitaillement étaient tendues, les hommes fléchissaient sous la chaleur et chaque victoire portait le poids d'un coût inévitable. Le génie de Rommel ne résidait pas seulement dans la manœuvre et la rapidité, mais aussi dans sa capacité à lire le désert lui-même, transformer les sables mouvants et les vastes étendues en instruments de guerre. Mais même alors que ses forces progressaient, une ombre se profilait à l'horizon. Des rapports de renseignements circulaient de Le Caire à Tripoli et la pression incessante des contre-attaques alliées laissait entendre que la situation pourrait s'inverser. L'histoire se souviendrait de Rommel pour ses raids audacieux et ses tactiques téméraires. Pourtant, ce génie portait en lui les germes de la défaite finale. Voici l'histoire d'Erwin Rommel, stratège allemand et commandant militaire connu sous le nom de Renard du désert. Bienvenue sur Guerre du Monde. Né le 15 novembre 1891 dans la paisible ville de Heidenheim, dans le royaume de Wurtemberg, Erwin Rommel n'était pas, à première vue, destiné à une grande carrière militaire. Fils d'un instituteur, il a grandi dans un foyer de classe moyenne qui valorisait la discipline et l'éducation plutôt que la tradition militaire. Pourtant, dès son plus jeune âge, Rommel montrait une fascination pour l'ingénierie, passant des heures à concevoir des modèles d'avions et à construire des planeurs. Cette passion précoce allait façonner non seulement son caractère, mais aussi la manière analytique et presque mécanique avec laquelle il abordait la guerre. En 1910, Rommel entra à l'école des cadets de Danzig, rejoignant le 124e régiment d'infanterie de l'armée impériale allemande. Bien qu'il ne soit pas un soldat naturel selon le modèle prussien traditionnel, il excellait dans la réflexion tactique et l'endurance physique. Ses instructeurs ont rapidement reconnu son potentiel. Selon Maréchal, vie et mort d'Erwin Rommel, écrit par Daniel Allen Butler en 2015 et biais, citation. Rommel ne se contentait pas de suivre les ordres, il les analysait, les améliorait, puis les exécutait avec précision. Fin de citation. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914, Rommel a été affecté au front de l'Ouest. Il a rapidement démontré un talent pour la manœuvre agressive et l'improvisation dans le chaos de la guerre moderne. Mais c'est sur le front montagneux italien que sa réputation a vraiment commencé à se forger. Affecté à l'élite de l'Alpenkorps, Rommel a combattu dans les conditions parmi les plus difficiles de la guerre. Pendant les combats, dans les Alpes juliennes, Rommel a mené des assauts de petites unités à travers un terrain que beaucoup considéraient comme infranchissable, privilégiant la surprise et la rapidité à la force brute. Lors de la bataille de Caporetto, en 1917, Rommel a mené une attaque audacieuse contre des positions italiennes retranchées,
capturant des centaines de prisonniers et avançant bien au-delà de ses objectifs initiaux. Dans ses mémoires de 1937 attaques d'infanterie, Rommel se souvient, je cite, « Nous avons attaqué d'abord, la lumière filtrant à travers la brume. L'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit où nous allions apparaître. Au moment où ils s'en sont rendus compte, nous étions déjà derrière leur ligne. » Fin de citation. Les actions de Rommel lui vaudront la médaille, pour le mérite, la plus haute distinction militaire allemande de l'époque. Et cela a consolidé son statut d'étoile montante dans l'armée allemande. Le style de commandement de Rommel durant cette période était défini par son courage personnel. On le trouvait souvent en première ligne, menant ses hommes depuis la pointe même de l'assaut. L'historien Daniel Alan Butler a observé, je cite, « La plus grande arme de Rommel n'était ni son fusil, ni sa mitrailleuse, mais sa capacité à inspirer la confiance par l'exemple. » Fin de citation. Cette approche directe et pratique resterait une marque de fabrique de son style de commandement tout au long de sa carrière. Après la fin de la guerre, Rommel resta dans la Reichswehr, l'armée allemande considérablement réduite, conformément au traité de Versailles. Alors que de nombreux officiers s'irritèrent des restrictions, Rommel y vit une occasion d'affiner sa réflexion tactique. Il occupa des postes de formation et d'instruction, se forgeant une réputation de planificateur méticuleux et de pédagogue talentueux. C'est à cette époque qu'il commença à écrire « Attaque d'infanterie », une étude tactique basée sur ses expériences de la Première Guerre mondiale. Le livre deviendra plus tard une lecture obligatoire dans les écoles d'officiers allemandes et sera également étudié par les commandants alliés pour ses analyses sur la guerre de mouvement. Dans les années 1930, Rommel avait gravi les échelons de façon régulière, bien qu'il soit resté en dehors du cercle des officiers aristocratiques prussiens qui dominaient les plus hauts rangs de l'armée. Il était à bien des égards un outsider pragmatique, analytique et profondément dévoué à ses troupes. Sa réputation de soldat de terrain plutôt que d'opérateur politique le distinguait des autres, et il a préparé le terrain pour la légende qui allait naître dans les déserts d'Afrique du Nord. La fin des années 1930 a vu Erwin Rommel entrer dans une nouvelle phase de sa carrière. L'Allemagne se réarmait à un rythme remarquable. Et la réputation d'Erwin Rommel, en tant que tacticien talentueux, avait déjà attiré l'attention du régime. En 1939, il fut nommé commandant du bataillon d'escorte du Führer, le bataillon de garde personnelle d'Adolf Hitler, ce qui le mit en contact direct avec le dirigeant nazi lui-même. Ce poste, inhabituel pour un soldat de première ligne comme Erwin Rommel, le plaça au cœur du pouvoir du Troisième Reich et lui permit de se démarquer lors de l'attribution de nouveaux commandements. La relation d'Erwin Rommel avec Hitler était pragmatique plutôt qu'idéologique. Il n'a jamais adhéré au parti nazi, et bien qu'il admirait les ambitions militaires d'Hitler, il était généralement indifférent, voire même sceptique, à l'égard des doctrines raciales du régime. L'historien David Frazier le souligne dans « Croix de chevalier, la vie du maréchal Erwin Rommel », que Rommel admirait l'énergie d'Hitler et sa volonté de restaurer la puissance militaire de l'Allemagne, mais aussi qu'il était avant tout un soldat et non un fanatique politique. Fin de citation. Bien qu'il fût conscient en privé de la brutalité du régime, il exprimait un malaise face à l'antisémitisme nazi, gardant finalement son attention centrée sur les questions militaires et évitant tout engagement politique ouvert. En février 1940, Hitler récompensa la loyauté et l'énergie de Rommel en le nommant commandant de la 7e division blindée, une promotion remarquable compte tenu de son manque d'expérience avec les unités blindées. La division était encore en cours de formation, ce qui permit à Rommel d'en façonner la structure et l'esprit. L'invasion de la France en mai 1940 lui donna l'occasion idéale de faire ses preuves à grande échelle. En quelques semaines, sa division gagna le surnom de division fantôme, avançant si rapidement que même le quartier général allemand avait du mal à suivre ses mouvements. Lors du franchissement de la Meuse à Dinant, Rommel dirigea depuis l'avant, supervisant personnellement les opérations de construction de ponts sous le feu ennemi. Sa volonté de s'exposer au danger devint une caractéristique déterminante de son style de commandement.
Dans son livre « Attaque d'infanterie », il avait écrit, je cite, « L'art de la guerre consiste à se déplacer plus vite que votre adversaire ne peut le comprendre et à frapper avant qu'il ne puisse s'adapter. » Fin de citation, cette philosophie se manifestait désormais en temps réel. Alors que sa division contournait les points forts, désorientait l'ennemi et s'enfonçait profondément en territoire français. Le rythme implacable de la 7e division blindée a stupéfié à la fois l'ennemi et les propres supérieurs de Rommel. Un officier français se souviendra plus tard, je cite, « Il semblait que les chars allemands étaient partout à la fois. Ils étaient comme des ombres. » Fin de citation. L'historien Desmond Young a observé dans Rommel, le renard du désert, que le quartier général allemand apprenait souvent les victoires de Rommel seulement après coup, car il était déjà en train de foncer vers sa prochaine cible. Sa combinaison de rapidité, de surprise et de leadership personnel le distinguait de la foule de ses nombreux contemporains plus prudents. Cependant, son succès a eu un prix. Certains au sein de la Wehrmacht critiquaient son mépris des lignes de communication traditionnelles et les risques qu'il prenait. Quoi qu'il en soit, les résultats étaient indéniables. Des dizaines de milliers de prisonniers capturés, une vaste étendue de territoires conquises et une réputation redoutable établie. Rommel fut promu général-lieutenant et reçut la croix de chevalier de la Croix de Fer pour ses succès en France. Hitler, qui appréciait les commandants faisant preuve d'audace et d'initiative, fut convaincu que Rommel était l'homme idéal pour la prochaine mission cruciale. Début 1941, Rommel fut envoyé en Afrique du Nord pour commander le nouveau Deutsches Afrika Korps et pour soutenir les forces italiennes du Regio Esercito contre les Britanniques. C'était un changement radical, passant des champs verdoyants de France aux déserts impitoyables de Libye. Alors que Rommel se préparait à partir pour Tripoli, il avait commencé à former non seulement un nouveau commandement, mais aussi une légende grandissante. En seulement quelques mois, il était passé d'un officier respecté à l'une des figures les plus commentées de l'armée allemande. Ses actions en Afrique du Nord allaient bientôt faire de lui un nom connu de tous des deux côtés du conflit, bientôt surnommé le renard du désert. Lorsque Erwin Rommel est arrivé à Tripoli en février 1941, il posait le pied sur un nouveau type de champ de bataille. L'immense étendue du désert d'Afrique du Nord offrait à la fois des opportunités et des dangers. Pour Erwin Rommel, c'était l'arène parfaite pour appliquer son style de guerre audacieux et rapide. Pour ses ennemis, cela allait bientôt devenir synonyme d'un adversaire implacable, un commandant qui semblait surgir de nulle part, frapper fort, puis disparaître tout aussi rapidement. Erwin Rommel a été envoyé en Libye pour stabiliser les positions de l'Axe après que les forces italiennes eurent été repoussées par les Britanniques. Officiellement, le Deutsches Afrika Korps était censé adopter une position défensive. Mais quelques semaines seulement après son arrivée, Erwin Rommel a défié ses ordres. Estimant que les Britanniques étaient surexposés, il lança une contre-offensive surprise en mars 1941. Ses forces avancèrent rapidement à travers la Cyrénaïque, débordant les unités britanniques et s'emparant de villes perdues des mois auparavant. Sa capacité à exploiter les failles, à frapper rapidement et à dissimuler ses intentions devint la pierre angulaire de sa stratégie dans le désert. L'un de ses coups les plus audacieux eut lieu lors du siège de Tobrouk. Lorsque les forces britanniques et du Commonwealth se replièrent dans la ville portuaire, Rommel les encercla dans le but d'anéantir leur emprise. Sur ce centre d'approvisionnement vital, Tobrouk était une forteresse naturelle fortement défendue, avec un port en eau profonde qui permettait aux Britanniques de continuer à l'approvisionner. Malgré des assauts répétés tout au long de 1941, les défenseurs ont tenu bon. Rommel s'est adapté en transformant le siège en un outil. Pendant que les forces alliées étaient occupées à défendre le port, il manœuvrait ailleurs, attaquant les lignes de ravitaillement et les forçant à s'adapter à son rythme. Son approche de la guerre dans le désert était différente de celle de la plupart des commandants de l'Axe. L'historien Ronald Lewin, dans Rommel en tant que commandant militaire,
À noter que Rommel, je cite, se battait avec un sens du mouvement presque mécanique, pensant toujours un coup d'avance, transformant les vastes espaces ouverts du désert en un allié. Fin de citation. Il comptait beaucoup sur la vitesse et la tromperie, utilisant souvent des feintes pour déséquilibrer les forces alliées. Les chars allemands frappaient dans des directions inattendues, soutenus par de l'artillerie mobile et de l'infanterie. Son utilisation de la reconnaissance lui permettait d'exploiter même les moindres faiblesses dans les positions alliées. Pendant ce temps, la logistique en Afrique du Nord était d'une complexité cauchemardesque. Les approvisionnements pour les forces de Rommel devaient traverser la Méditerranée, vulnérables aux attaques navales et aériennes britanniques, puis parcourir des centaines de kilomètres de terrain difficiles. Les pénuries de carburant étaient constantes. Pourtant, Rommel a appris à opérer avec des ressources minimales, poussant ses unités plus loin que beaucoup ne l'auraient cru possible. Il était souvent accusé par les officiers supérieurs allemands d'être imprudent avec les approvisionnements, mais son audace a porté ses fruits, du moins dans les premières phases. Plus éprouvante que les ressources était la relation de Rommel avec ses alliés de l'Axe. Il avait peu de patience pour l'approche prudente des forces italiennes et il contournait souvent complètement la chaîne de commandement italienne, donnant des ordres directement à leurs troupes. Pourtant, malgré cela, il inspirait un véritable respect à de nombreux soldats italiens qui le voyaient comme un chef prêt à partager les difficultés du front. Parmi ses propres hommes, Rommel était adoré. Il était connu pour se rendre personnellement sur les positions avancées, souvent exposé au feu ennemi, gagnant ainsi la réputation d'un commandant qui dirigeait depuis l'avant. Un vétéran allemand se souvient plus tard, je cite, « Il était toujours là, poussiéreux, calme et totalement confiant. On le suivait parce qu'il nous faisait croire que nous pouvions tout accomplir. » Fin de citation. Ce n'était pas seulement l'Axe qui a façonné la réputation de Rommel. Les médias alliés ont joué un rôle étonnamment important dans la création de la légende du renard du désert. Les correspondants de guerre britanniques ont commencé à l'appeler ainsi, après une série de revers tactiques en 1941 et 1942, les raids audacieux et les mouvements imprévisibles de Rommel ont captivé l'imagination du public. Il était présenté dans les journaux et les émissions de radio comme un adversaire brillant, presque chevaleresque. Un homme qui se battait avec acharnement, mais avec honneur. Cela avait un double objectif. Cela expliquait les revers des Alliés, tout en élevant la victoire finale sur lui au rang de grand triomphe. Pendant ce temps, la propagande nazie s'est également approprié le mythe, présentant Rommel comme l'incarnation du génie militaire allemand. Son image était soigneusement contrôlée et largement diffusée, faisant de lui l'un des commandants les plus reconnaissables de la guerre. Cependant, la série de succès de Rommel n'était pas destinée à durer. La situation stratégique commença à se retourner contre lui à la fin de 1942. L'arrivée de nouvelles forces alliées, l'amélioration de la logistique et la supériorité aérienne ont lentement érodé sa capacité à dicter le rythme dans le désert. Le tournant eut lieu lors de la seconde bataille d'El Alamein face au général Bernard Montgomery et à une force alliée largement supérieure. Rommel fut contraint de passer sur la défensive. Malgré son habileté dans les actions de retardement, le corps d'Afrique était surpassé tant en effectifs qu'en matériel. L'avance méthodique de Montgomery a émoussé les manœuvres caractéristiques de Rommel, ne lui laissant que peu de place pour son improvisation habituelle. L'historien Niall Barr, dans Le pendule de la guerre, les 3 batailles d'El Alamein, en 2005, a observé, je cite, « Le génie de Rommel ne pouvait pas compenser l'écrasante supériorité des ressources alliées. Il était un maître tacticien, mais El Alamein était une guerre de stratèges. Et il n'avait pas les moyens de la gagner. » Fin de citation. En novembre 1942, Rommel entama une retraite combattante vers l'ouest, marquant le début de la fin des ambitions de l'Axe en Afrique du Nord. L'élan qui avait autrefois porté le Deutsche Afrika Korps à travers le désert s'était maintenant inversé, alors que les forces britanniques sous le commandement de Bernard Montgomery avançaient, avec une supériorité numérique, une couverture aérienne et une force logistique.
À la fin de 1942, Rommel se retrouva contraint à une retraite combattante vers l'ouest à travers la Libye. Les approvisionnements s'amenuisaient, le soutien aérien de l'axe faiblissait et l'aura autrefois soigneusement entretenue du renard du désert commençait à se fissurer sous la pression de la réalité stratégique. Rommel avait toujours excellé dans la guerre de mouvement, utilisant la vitesse et la ruse pour déséquilibrer ses adversaires. Mais face aux ressources écrasantes des Alliés, il se retrouvait confronté à un autre type de combat défini par l'usure et la retraite. Dans ses propres mots, Rommel a réfléchi aux difficultés d'un tel retournement de situation. Citation, « Lorsqu'on doit constamment céder du terrain, la pression sur les hommes et le matériel est énorme. L'initiative passe à l'ennemi et avec elle la capacité de dicter le cours des événements. » Fin de citation. La défaite à El Alamein n'était pas simplement une perte sur le champ de bataille. Elle représentait le tournant de la guerre en Afrique du Nord. Alors que les Alliés lançaient l'opération Torche en novembre 1942, ouvrant un second front dans le théâtre d'opération. Rommel et ses forces épuisées se sont retrouvés pris en tenaille, pris en étau entre la 8e armée britannique avançant à l'est et les forces anglo-américaines nouvellement débarquées à l'ouest. L'armée germano-italienne, étirée, affaiblie et constamment sous-approvisionnée, ne pouvait que retarder l'inévitable. Au début de 1943, la santé de Rommel se détériorait. Des années de campagnes incessantes, dans des conditions difficiles, avaient fini par l'épuiser. Il commença à souffrir de graves troubles gastriques et hépatiques, ce qui l'obligea à passer de plus en plus de temps loin du front. Selon l'historien David Irving, dans « Sur la piste du renard », Rommel confia à sa femme Lucie qu'il se sentait complètement épuisé et doutait que la guerre du désert puisse être soutenue. En mars 1943, il obtint une permission pour rentrer en Allemagne afin de se faire soigner et le commandement de l'Africa Korps passa alors à Hans Jürgen von Arnim. En moins de 2 mois, les forces de l'Axe en Afrique du Nord seraient contraintes de se rendre. Cependant, le retrait de Rommel du théâtre africain ne marqua pas la fin de sa carrière. Reconnu par Adolf Hitler pour ses compétences et sa célébrité, il fut réaffecté en Europe à la fin de 1943. La tâche qui l'attendait était très différente de celle du désert ouvert. Il devait superviser la fortification de la côte française contre une invasion alliée anticipée. Le mur de l'Atlantique, comme on l'a appelé, était censé être une ligne défensive presque impénétrable, s'étendant de la Norvège jusqu'à la baie de Biscaye. Rommel parcourait la côte sans relâche, ordonnant de façon obsessionnelle le renforcement des obstacles sur les plages, des champs de mines et des emplacements de canons. À sa grande frustration, cependant, il se heurta à des couches de bureaucratie et à des hypothèses stratégiques irréalistes. Là où il voyait la nécessité d'une défense côtière agressive, le haut commandement allemand s'accrochait à des doctrines rigides qui ignoraient la mobilité de la puissance aérienne alliée. Derrière son dévouement professionnel, les doutes personnels de Rommel s'approfondissaient. Il avait depuis longtemps conservé la loyauté d'un soldat envers l'Allemagne plutôt qu'envers le parti nazi lui-même. Et, contrairement à de nombreux officiers supérieurs, il n'avait jamais adhéré au parti politique. Alors que le cours de la guerre tournait définitivement en défaveur du Reich, Rommel commença à remettre en question non seulement la compétence stratégique de Hitler, mais aussi la moralité de la guerre elle-même. Dans des conversations avec ses collègues officiers, plus tard documentées par Anthony Bridge, dans La mince marge, la bataille d'Angleterre et l'ascension du renard du désert, il critiquait ouvertement le refus de Hitler d'autoriser une flexibilité tactique. Citation. « Le Führer n'écoute plus la raison. Il donne des ordres comme si le monde devait plier à sa volonté. » Fin de citation. De plus, les rapports sur les atrocités commises sur le front de l'Est et la persécution des Juifs et d'autres minorités le troublaient. Bien qu'il n'existe aucune preuve que Rommel se soit directement opposé à ces politiques plus tôt dans la guerre, ses remarques ultérieures suggèrent une désillusion croissante. Dans les témoignages d'après-guerre de plusieurs officiers qui lui étaient Dieu proches, Rommel était décrit comme de plus en plus mal à l'aise face au fanatisme et à la brutalité du régime.
Ce conflit intérieur s'est déroulé en parallèle des pressions extérieures, alors que les bombardements alliés s'intensifiaient sur l'Allemagne et que le front occidental se rapprochait de plus en plus. Rommel s'est retrouvé au centre de deux forces opposées. Son devoir de soldat de défendre son pays et sa conviction personnelle que Hitler le menait à la ruine. Au début de 1944, alors que l'invasion devenait imminente, Rommel n'était plus le commandant audacieux qui traversait les sables de Libye à toute allure. Il était désormais un maréchal fatigué, confronté non seulement à la réalité militaire d'une défaite imminente, mais aussi au poids moral de servir un régime qu'il ne pouvait plus soutenir pleinement. En 1944, la réputation d'Erwin Rommel en tant que brillant commandant s'était éclipsée par la tempête qui se préparait en Europe de l'Ouest. Chargé de superviser la fortification de la côte française contre une invasion alliée attendue, il était pleinement conscient que le jour J était inévitable. Ce que l'on appelait le mur de l'Atlantique qu'il avait contribué à construire était incomplet et mal approvisionné et il se heurtait fréquemment à Hitler. Concernant la stratégie défensive LCI, Rommel plaidait pour des réserves mobiles et des réponses flexibles au débarquement, avertissant que des défenses rigides et statiques seraient facilement surmontées. L'historien Maurice Philippe Remy, dans le mythe de Rommel, observe, je cite, « La clairvoyance stratégique de Rommel a été ignorée au profit de l'idéologie et de l'obsession des fortifications fixes. » Fin de citation, ce qui a laissé la position allemande en Normandie précaire. L'invasion du jour J, le 6 juin 1944, a prouvé la justesse de ces inquiétudes. Les unités de Rommel ont tenté de repousser les Alliés avec toutes les ressources disponibles. Mais les retards dans les renforts et les restrictions imposées par Hitler ont entravé leur efficacité. Il a personnellement inspecté les positions de première ligne et rassemblé ses hommes. Pourtant, l'écrasante supériorité aérienne et la capacité logistique des Alliés ont rendu les contre-attaques allemandes largement inefficaces. Les témoignages directs des soldats sous son commandement soulignent à plusieurs reprises sa présence sur les lignes de front, son calme et sa détermination au milieu du chaos, ainsi que son soutien moral. Même lorsque la défaite devenait de plus en plus probable, les expériences de Rommel pendant cette période ont renforcé sa désillusion à l'égard du leadership de Hitler. Il avait depuis longtemps maintenu sa loyauté envers l'Allemagne plutôt qu'envers le parti nazi. Mais le fait d'être témoin du mépris pour les conseils militaires avisés, de l'ingérence des responsables du parti et de la rigidité idéologique du haut commandement a intensifié son scepticisme. Lee Delhart, dans les carnets de Rommel, 1953 note que Rommel était, je cite, « de plus en plus déchiré entre son devoir envers ses hommes et l'obéissance à un chef dont les décisions n'étaient que plus fondées sur la logique militaire. » Fin de citation. Cette tension allait l'entraîner directement ou indirectement dans l'orbite des conspirateurs cherchant à écarter Hitler du pouvoir. Le 20 juillet 1944, une tentative d'assassinat connue sous le nom d'opération Walkyrie a été mise en œuvre. Un groupe d'officiers allemands dirigé par le colonel Klaus von Stauffenberg a tenté de tuer Hitler en utilisant une bombe placée à son quartier général du front de l'Est, dans la tanière du Loup. Le complot visait à renverser le régime nazi et à négocier une reddition avec les Alliés, mais il a échoué lorsque Hitler a survécu avec des blessures relativement mineures. Dans l'immédiat après coup, la Gestapo a mené une enquête impitoyable, arrêtant et exécutant des dizaines de conspirateurs. Le nom de Rommel est apparu dans certains rapports comme un sympathisant potentiel, ou du moins un soutien tacite des conspirateurs, bien que certains historiens continuent de débattre de sa participation active ou non au complot. Ce qui est sûr, c'est que Hitler voyait Rommel comme une menace. C'était un maréchal respecté dont la popularité et les opinions dissidentes le rendaient politiquement dangereux. En octobre 1944, il a été convoqué et s'est vu donner un ultimatum, faire face à un procès public et à une exécution presque certaine. Ou se donner la mort.
En échange de funérailles nationales et de la protection de sa famille, Rommel a choisi de préserver son honneur et de protéger ses proches. Le 14 octobre 1944, il s'est donné la mort. Aurait-il consommé une capsule de cyanure? L'annonce officielle a présenté sa mort comme étant due à des blessures subies lors d'une précédente attaque aérienne, permettant ainsi au régime d'exploiter son image de soldat loyal. Il a eu des funérailles nationales en présence de hauts responsables militaires. Et le récit de propagande présentant Rommel comme un bon Allemand a été soigneusement entretenu. Ce mythe, le présentant comme un soldat professionnel pris entre le devoir et la conscience, a perduré longtemps après la guerre et a contribué à sa réputation posthume aussi bien en Allemagne qu'en Occident. La mort de Rommel a marqué la fin d'une carrière définie par une brillante tactique et une grande audace, mais aussi par les dilemmes moraux et stratégiques auxquels étaient confrontés les officiers allemands sous le Troisième Reich. Son héritage, à la fois célébré et mythifié, deviendrait une grille de lecture à travers laquelle les générations futures examineraient l'interaction complexe entre la compétence militaire, l'intégrité personnelle et les conséquences inévitables du service d'un régime comme celui de Hitler. Comme le conclut Rémy, je cite, « Rommel était un soldat d'un talent extraordinaire. Pourtant, son histoire est indissociable de la politique, de l'idéologie et des circonstances tragiques de son époque. » Fin de citation. La mort de Rommel en 1944 a marqué la fin d'une carrière militaire remarquable, mais ce n'était que le début de la légende qui allait perdurer bien après la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne comme en Occident, Rommel était connu sous le nom du renard du désert. Un commandant aux tactiques audacieuses et au courage personnel dont les exploits en Afrique du Nord avaient captivé l'imagination aussi bien des soldats que des civils. Au cours des années qui ont suivi immédiatement la guerre, les récits alliés ont mis en avant ses compétences professionnelles et surtout sa supposée distance avec l'idéologie nazie, le présentant comme un soldat honorablement pris dans la machine d'un régime brutal. L'historien Charles Messenger note que, je cite, « La réputation de Rommel a été soigneusement façonnée à la fois par les récits alliés et allemands, créant une figure incarnant la chevalerie, la compétence et le génie tactique. » Fin de citation. Pendant la guerre froide, l'image de Rommel servait des objectifs idéologiques plus larges. En Allemagne de l'Ouest, il est devenu un symbole du bon Allemand, dont la loyauté allait à la nation plutôt qu'au parti, aidant ainsi à réhabiliter l'image du corps des officiers allemands. Dans les pays alliés, il a été utilisé comme une étude de cas de génie militaire, souvent cité dans les académies militaires pour ses manœuvres, sa guerre de mouvement et son leadership sous pression. Pourtant, cette vénération n'était pas sans controverse. Les historiens et les chercheurs ont débattu pour savoir si Rommel était réellement apolitique, discrètement opposé à Hitler, ou simplement un soldat pragmatique dont les scrupules moraux étaient en secondaire par rapport au devoir. Sönker Neitzel, dans Tapping Hitler's General, met en avant. Cette citation de Rommel naviguait habilement entre l'obéissance, la dissidence et la conscience personnelle, reflétant les réalités complexes auxquelles étaient confrontés les officiers allemands dans un état totalitaire. Fin de citation. Les réévaluations modernes ont cherché à dissiper la mythologie. Reconnaissant à la fois son génie militaire et les ambiguïtés éthiques liées au fait de servir sous Hitler, les innovations tactiques, les opérations audacieuses et le style de commandement de Rommel restent largement étudiés. Mais la recherche contemporaine met l'accent sur le contexte. Sa renommée ne peut être dissociée du régime qu'il a servi. Alors que les sables du désert se sont déposés depuis longtemps, le mythe du renard du désert perdure. Une histoire d'audace, de compétence et des tensions morales inhérentes à la guerre, nous rappelant à tous que les légendes sont façonnées autant par la mémoire et l'interprétation que par l'action elle-même.